Ni hao. Cette fois, on s'éloigne des sujets habituels style SF. Vous connaissez l'animation chinoise. On en entend parler à cause de récents succès internationaux. Un secteur bien décidé à concurrencer le marché dominé par les Américains, voilà qui est ambitieux, en tâchant de copier leurs techniques déjà bien rodées, alors que eux ne le sont pas. Beaucoup de ces films échouent dans cette tentative de combiner recettes étrangères à leur pays et culture chinoise, le mélange n'étant pas maîtrisé. Mais avant d'avoir cette flopée de films chinois maladroits, il y a bien eu une animation chinoise, qui déjà puisait, comme bien des pays, sa matière première dans le folklore. Sa forme, une narration simple et contemplative qui observe de magnifiques décors. Oui, certes, vous pensez que c'est des bons films pour faire la sieste. C'est pas le grand public qui donnera raison à leurs ambitions artistiques. Cependant, entre cette époque d'âge d'or, où l'animation chinoise était l'animation chinoise, et l'époque actuelle, il y a bien eu une fracture. Et voici le film que l'on peut considérer comme le représentant de cette fracture. Bao Liandeng, aka Lotus Lantern, est sorti en 1999. Le film n'est jamais sorti hors de Chine, quoique son édition DVD contient des doublages japonais et anglophones. Non, rien de français. Encore une fois, écran baveux, oui, on est toujours vivant. Désireux de maximiser son nombre d'antispectateurs, s'aliène des francophones tout en s'adressant dans leur langue, parce que c'est extrêmement efficace. Lotus Lantern est le marqueur du passage de l'animation chinoise dans le monde du marché. La plupart des rapports veulent bien prétendre que le film fut une réussite populaire. Cependant, le succès artistique se révèle bien plus contestable. Et la principale cause vient certainement de cette tentative du studio de s'accorder au marché en piochant sur les films étrangers importés. Mais oui, retrouvez ce soir dans Écran baveux votre éternel ennemi, le capitalisme. Lotus Lantern, Bao Liandeng, c'est tout d'abord un conte avec pour thème la recherche des liens familiaux. Un jeune garçon sans mère, un oncle qui la tient prisonnière et qu'il faut vaincre, l'aide d'objets magiques ou sacrés qui viendront l'un à bout de l'oncle, l'autre de la prison de la mère. Puisqu'il existe plusieurs variations, il convient de se concentrer sur une version de référence, sinon on finit par s'éparpiller, bien que le sujet ne soit pas très renseigné dans les routines de langage accessibles. Il était une déesse bienveillante, Chang Chengmu, qui avait à sa disposition un artefact puissant qui éloignait le mal, la lanterne de Lotus. Un jour, elle s'entiche d'un jeune mortel. Ils se marient et consomment leur relation, mais l'homme doit partir pour ses études et sa carrière, laissant la femme seule à coucher. Cette union déplaît fortement au frère de la déesse, Erlang Shen. Celle-ci s'est en effet dressée contre la loi en s'accouplant avec un mortel et de ce fait, elle doit être punie. Erlang Shen, c'est un célèbre dieu de la mythologie chinoise, connu pour sa droiture, reconnaissable à son troisième œil de la vérité et à son compagnon canin Xiaoxian Quan. Il est aperçu dans l'investiture des dieux et le voyage vers l'ouest où il est celui qui vainque Sun Wukong, le roi des singes. Erlang Shen ne peut être mis en déroute que par l'objet sacré en possession de Chang Chengmu, la lanterne de Lotus. C'est pourquoi il s'en empare avant d'emprisonner sa sœur sous le mont Hua. Son bébé échappe cependant à l'ire de l'oncle et est confié à son père qui doit l'élever soit seul, soit après un remariage. Ce n'est que des années après que l'enfant, Yu Chenxiang, découvre le destin de sa mère. Il part alors en quête de la libérer et pour cela rencontre un moine qui lui apprend à se défendre. Par la suite, il tâche de récupérer la lanterne au Lotus, ce qui lui donne la capacité de vaincre Erlang Shen comme promis. Il parvient ensuite à retrouver sa mère, en scindant en deux la montagne grâce à une puissante hache, un autre objet magique. Grâce à son courage et à sa force morale, Cheng Xiang reconstitue le lien familial perdu, et il vécut heureux jusqu'à la fin des temps avec sa mère. Mais c'est dégueulasse! En 2 mois comme en 10, c'est une histoire qui parle de la piété filiale, aucune idée de ce que c'est, un concept qui, paraît-il, a été promu par Confucius et qui est également issu du bouddhisme.
Source Wikipédia. Il n'y a rien de plus important que la famille, et si on croit à l'existence de ces versions faisant état du remariage du père, où le fils renie certainement sa nouvelle mère, c'est plus encore les liens du sang. Bref, la famille, sujet éternel qu'on fout à toutes les sauces et à toutes les saveurs. Vous connaissiez la variation américaine, voici celle avec des nems et du riz. Le conte étant très populaire en Chine, il en existe déjà diverses adaptations, autant en film, animation ou non, et même séries télévisées, à partir de multiples versions qui ajoutent toutes leurs nuances. Il n'est parvenu en France que la plus récente d'entre elles, La Guerre des Dieux, ou New Gods Yang Jian. Il prend le parti de faire d'Erlang Shen, qui est ici nommé Yang Jian, c'est une autre de ses dénominations, le protagoniste autant que Chen Jiang. Avec deux protagonistes, le film est très brouillon, part dans tous les sens et doit se complexifier inutilement en déplaçant le rôle d'Erlang de méchant à héros torturé. Le fond du récit est changé. Le lien familial est reconstitué, mais dans une forme inversée de l'histoire originale. À la place, Cheng Xiang reforme des liens avec son oncle dans la réconciliation autour du vide laissé par la disparue, avec au milieu quête du pardon pour l'oncle. En plus, le film copie l'univers de Cowboy Bebop en repiquant des idées et en identifiant Erlang à Spike. Ça se mélange au conte comme l'eau se mélange à l'huile. Cette intrigue émotionnelle blockbusterisée donne envie, plus par instinct que par réelle réflexion, de dire que La Guerre des Dieux a changé son récit pour le marché international. Bon, pour préciser, l'échec du film tient plus d'un manque de maîtrise des outils narratifs que d'une altération du conte d'origine. Un problème qui touche bien les films d'animation chinois. Reste qu'il a consciemment décidé de s'éloigner de l'idée originale, et ce n'est pas le seul dans ce cas. Le serpent blanc, qui est sur le mode de la relation interdite, devient de White Snake une histoire de tolérance. De même pour Netza, qui à l'origine a également pour thème la piété filiale. De manière assumée, il s'agit de faire découvrir les légendes et mythes chinois en les enveloppant d'une forme plus accessible pour le grand public, désormais habitué au cinéma extérieur, et probablement exporter ces mêmes films par le même biais. Fatalement, c'est diluer quelque peu les thèmes évoqués par ces récits. Voici les studios d'animation de Shanghai. Fondée en 1946 en tant que division de la Northeast Film Studio, l'équipe est relocalisée à Shanghai en 1950 pour être rattachée au studio de cinéma de Shanghai. C'est en 1957 que l'organe prend son indépendance pour devenir les studios d'animation de Shanghai. Là s'entame leur âge d'or, au cours duquel ils produiront leurs films emblématiques Le Roi des Singes et expérimentent les marionnettes, le papier découpé ou encore le fameux Lavis animé qui fera forte impression. Quand enfin se termine la révolution culturelle en 1976, période d'épuration idéologique qui avait muselé 12 ans durant des animateurs encore actifs dans un style réaliste et bien proportionné, les studios connaissent un renouveau artistique. Ils profitent de leur liberté retrouvée pour diversifier leur style en regardant hors de la Chine. Parallèlement, leur statut de monopole s'étiole. La fin de la répression signifie également l'ouverture du pays au monde. Cela signifie d'une part la création de studios d'animation concurrents dans les années 80, l'intérêt des producteurs américains et japonais qui y sous-traitent leur animation, et enfin, l'arrivée dans la chaumière chinoise, via les ondes, des dessins animés nippons. En réaction à l'import des animations japonaises et américaines, les animateurs se mettent à rechercher un style national, qui devrait représenter l'essence chinoise au contraire de l'envahisseur étranger. 1995. Le gouvernement chinois décide de ne plus s'occuper du financement, de l'achat et de la diffusion des films du studio, ce qu'ils avaient fait depuis sa création. Lâché dans un contexte de concurrence forte, avec d'un côté Disney qui a déjà conquis les salles, et de l'autre l'animation japonaise, les studios de Shanghai décident de mettre en chantier un nouveau film. Le choix du sujet s'est porté sur un des plus célèbres contes de leur sol, La Lanterne de Lotus, qui d'ailleurs fut popularisé, paraît-il, par le spectacle vivant. Ce choix n'est pas anodin pour les studios de Shanghai, puisqu'il se trouve dans la directe continuité de leur précédent film. Depuis ses débuts, l'animation chinoise tire son inspiration dans l'opéra de Pékin, lequel aura plus tard influencé leurs adaptations du Roi des Singes, qui fera d'ailleurs une apparition au milieu du film. L'histoire se déroule comme suit. Cheng Xiang vit paisiblement avec sa mère Shang Mu, protégée par la lanterne de Lotus, bien des années après le décès de son père. Erlang Shen arrive cependant à retrouver Shang Mu et capture son fils afin de la forcer à se rendre et à lui remettre la lanterne. Tandis qu'il la condamne à être emprisonnée sous la montagne, il décide de garder avec lui Shen Xiang pour l'élever lui-même.
Erlang Shen est ici un homme tyrannique qui opprime un peuple d'indigènes pour qu'il lui construise une gigantesque statue à son effigie. La tyrannie d'Erlang Shen semble spécifique au film. Si désormais il est un tyran en place d'un agent de la loi divine, alors Erlang n'est plus garant de cette loi injuste, il en est l'incarnation. Cependant, Sheng Xiang se rebelle. Aidé par Tudigong, un dieu de la terre, il reprend de droit la lanterne et s'enfuit. Non sans avoir gagné un sidekick animal, singe, qui émet à plein temps des bruitages cartoon bébêtes, et rencontrer une jeune fille esclave d'Erlang Shen, qui servira plus tard de partenaire amoureux. Merc. Après cela, l'histoire s'étale. Le héros enfant voyage de petites anecdotes en anecdotes, jusqu'à rencontrer l'objet de sa quête, le roi des singes, dont il réclame qu'il le prend comme apprenti et qui ne lui sert que le maître spirituel, tandis qu'en grandissant, Chen Xiang apprend à se battre tout seul. Une fois jeune adulte, Chen Xiang revient casser la gueule à Erlang Shen, libère sa mère et fin. Bao Liandeng se présente d'abord comme une réalisation ambitieuse. Débutant sur le plan d'un temple 3D par ordinateur, immédiatement c'est l'occasion de grands mouvements de caméra. C'est un fait, on est loin de la contemplation des courts-métrages, ou de la réalisation théâtrale qui mettait l'accent sur le décor ou les mouvements des corps entiers des précédents longs métrages. L'animation n'est pas aussi soignée que dans leur grande période. Le graphisme est d'ailleurs moins mémorable et surtout, l'écriture est bancale, constituée de petits épisodes qui ne se nourrissent pas l'un l'autre. Un passage où Sheng Xiang doit sauver son singe de compagnie utilisé pour un spectacle de rue, puis un montage musical qui résume son voyage à travers le désert pour trouver son mentor, puis un montage musical où au lieu de continuer à chercher son mentor, il apprend le kung-fu en s'inspirant des mouvements des animaux, et enfin l'arrivée chez cette tribu dominée par Erlang Shen qu'il faut sauver. Ce récit étant quelque peu désarticulé, les environnements se succèdent la plupart du temps sans transition, ce qui crée une Chine dont la cohérence géographique est dure à saisir. Voici l'avis d'un géographe. Oui, voilà. Se succèdent des environnements au ton ocre, puis verdâtre, puis ocre, puis verdâtre. Et là, certains plans font grandement penser au Roi Lion, sorti en 1994, soit un an avant la mise en chantier de Bao Liandeng. Même les numéros musicaux font vaguement penser à un rythme tribal. Si on plisse vraiment les yeux, on peut voir une similitude, non dans le fond, parce que les deux protagonistes sont très différents, mais dans la structure. Errance dans le désert, passage à l'âge adulte en forêt, et enfin le renversement d'un dictateur à la fin, qui se trouve par hasard être l'oncle. Quoique ça ne peut être qu'une coïncidence. Ça reste bien vague, mais ça se sent, la Chine a subi une influence occidentale. Dans les années 80, la Chine se permet de s'ouvrir au monde. Oui, sans le géographe, c'est difficile de se repérer, alors excusez ces quelques erreurs. Le gouvernement commence à changer de politique vis-à-vis du domaine artistique. C'est-à-dire qu'en lieu et place d'un État qui vérifiait, achetait puis diffusait les films, les studios de cinéma fonctionnent désormais de manière plus indépendante. En même temps que le marché a permis l'incursion de manière limitée à quelques films hollywoodiens. Les studios de Shanghai restent encore sous la tutelle de l'État, mais ils commencent à souffrir d'une nouvelle concurrence. Les dessins animés étrangers non seulement envahissent les écrans, forts d'être vifs, alertes et différents dans leur sujet, mais ils envahissent aussi la chaîne de production du pays. Des producteurs étrangers, voyant là l'opportunité d'une main-d'œuvre moins chère mais entraînée, ont installé leurs studios afin de sous-traiter leur production en Chine. Comme ces studios concurrents payent mieux, quand même, les studios de Shanghai, qui sous la concurrence ont de plus en plus de difficultés financières, se firent vider de leurs artistes, qu'ils ne pouvaient plus payer convenablement. Comment le studio a-t-il pu continuer dans ces conditions ? On peut supposer que ce soit grâce au financement public et au recrutement d'animateurs moins expérimentés, tout en s'orientant vers la sous-traitance en créant un subsidiaire. Le gouvernement les pousse alors à produire pour la télévision, possiblement parce qu'ils voulaient produire en masse pour répondre aux émissions étrangères. Quantité et qualité ne faisant pas bon ménage, ce que chacun sait, ça a créé une production à la chaîne dont la qualité réduite de l'animation fait pâle figure face à l'étranger. Ironie. La décision du gouvernement de couper la tutelle en 1995 a peut-être été le coup qui a motivé la mise en chantier de Lotus Lantern juste à ce moment-là, dans le but d'obtenir un succès commercial et ainsi se maintenir à flot. Je suis ici car je suis tourmenté, je crois que j'ai envie d'être capitaliste. La production de Bao Liandeng a donc dû faire face à 3 problèmes. Premier problème.
Les animateurs. Suite à la perte de leurs vétérans, il a fallu engager une nouvelle génération d'animateurs, lesquels étaient plus habitués aux méthodes à la chaîne qu'imposaient les studios de sous-traitance. Le fait est que les studios de sous-traitance apprennent à produire de l'animation au kilomètre sans se préoccuper de réfléchir artistiquement, limitant le travail d'animateur à celui de simple ouvrier exécutant. Selon les termes du réalisateur John Guanzi, ça signifiait qu'il se contentait de dessiner les images rapidement, suivant le storyboard, au lieu de travailler et de penser plus amplement aux personnages. Ça semble se refléter dans l'animation plus bancale, qui a en outre quelque chose de plus japonais dans le style, probablement à cause de l'influence qu'a eu sur les animateurs la sous-traitance pour les productions nippones. Même avec ces nouveaux animateurs, leur nombre reste assez réduit, et le studio étant toujours occupé à produire pour la télévision, le film mettra 4 ans à être réalisé, donc entre 1995 et 1999, soit le double du temps habituel. Deuxième problème. La recherche du succès commercial implique un rythme de mise en scène différent de leur production passée, qui se distinguait par un ton contemplatif, lent, laissant la part belle à des décors magnifiques dans leur épuration, tout comme les histoires étaient épurées. La réalisation plus soutenue, plus resserrée sur les personnages, permet d'ignorer que le travail sur le décor est inégal. Couplé au chara-design oubliable, le résultat est sans particularité visuelle. Pour un studio si prestigieux, pour un film d'animation, c'est terrible. Troisième et dernier problème. Le marché a démontré que ce qui intéressait le public, c'était les films Disney. D'où la contamination du film par la formule Disney. C'est-à-dire que si le conte original parlait de la reconstitution de la cellule familiale, le film préfère plutôt le passage à l'âge adulte, qui passe par une quête initiatique, la perte de sa naïveté, la restauration d'un système qui a été confisqué par l'antagoniste, et aussi la rencontre avec une femme, laquelle dans ce film est issue de cette fameuse tribu. Il paraît qu'ils ont vu Pocahontas aussi. Voici l'avis d'un anthropologue. En vérité, ce serait absurde que l'équipe du film ait vraiment décidé de déporter des Indiens en Chine. Aussi, et bien que l'émission ait tenté de vous induire en erreur, il s'agit possiblement d'une des minorités ethniques chinoises. Cependant, pour un ignorant, oui, qu'est-ce qu'il y a? Ça porte à confusion. Vu la manière dont c'est mis en scène, on croirait à un rite venu d'autre part. Pour en revenir aux ajustements narratifs, le père dans cette version est mort, alors qu'en général, il reste en vie tout du long. Le héros fait donc partie d'une famille monoparentale qui, à terme, le restera. Il ne s'agit plus de reconstituer la cellule familiale, car elle est déjà éclatée. C'est drôle car des pères morts, ça manque pas dans les Disney. Se débarrasse-t-il des corps en Guadeloupe? En général, dans ces films, le héros va apprendre à grandir en trouvant une figure parentale de substitution. Ce rôle est tenu par le roi singe qui lui sert de maître. Mais son rôle est purement fonctionnel. Il n'y a aucune profondeur dans leur relation qui est très sommairement décrite. Le roi singe sert cependant d'alternative à Erlang Shen, qui lui aussi y est une figure paternelle pour Chen Xiang, puisqu'au début de l'histoire, le dieu voulait l'adopter pour l'élever en place de sa mère. Ce faisant, Erlang Shen reprenait le rôle du père dans l'histoire d'origine, une figure parentale qui élève seul le fils, et le foyer incomplet que Chen Xiang refuse. Bien qu'il soit son geôlier, qui préfère servir la loi plutôt que de souhaiter le bonheur de sa famille, il partage un point commun avec son neveu, car comme lui, il est né de l'union d'un mortel et d'un dieu. D'autres versions apprennent que sa mère aurait même été condamnée au même sort, ce qui l'aurait amené à réaliser la même quête. Cette ressemblance a un atour cyclique, et forme un lien intéressant du point de vue d'Erlang Shen, qu'on n'a pas vu exploiter autre part, ou alors c'est que la configuration a changé. Ces premières minutes qui mettent en place ces éléments constituent le meilleur passage du film. Il s'en dégage des coins assombrés de l'écran, une sorte d'ambiance diffuse, une ambiance plongée dans l'obscurité qui a quelque chose d'intime, de resserré. Cette ambiance est portée par la très belle musique de Jin Fuzai, qui œuvrait déjà sur les précédents films du studio. Cette qualité tragique du film, entre Erlang Shen et Chen Xiang, prend fin dès que l'enfant fuit son domaine, ce qui empêche tout approfondissement de leur relation. Mais de toute façon, Erlang avait été défini comme une incarnation de la loi, en tyran et non plus en agent. Leur confrontation se retrouve simplifiée dans une forme basique, en combat entre le sauveur et le tyran. On pourra dire que c'est l'influence Disney, t'entends? Mais non, Disney s'acharne toujours à travailler un minimum de profondeur dans ses personnages. S'il y a une influence Disney, ce serait justement cet embryon de travail sur la relation entre l'oncle et le neveu.
Mais cette façon d'écrire est mal comprise, et le sujet est abandonné au bout d'un tiers du film, écartant toute ambition de psychologie des personnages par la suite. Pour le prouver, voici l'avis d'un psychologue. Mais... alors c'est un problème. Tous les trois, on va les enterrer en... Guadalcanal. Les pères morts sont juste à côté. Clairement, le film a décidé de ne pas assumer jusqu'au bout son récit reconfiguré, et cette tragédie familiale s'est retrouvée vidée de toute substance une fois passé le cap de la fuite de Chen Xiang. Justement, ce passage est curieux. À la jonction entre le domaine d'Erlangshen et le début de l'aventure, on note que les plans dépeignent un environnement sylvestre pour ensuite soudain devenir un désert, ce qui est suspect. C'est beau, on nous informait il y a 5 secondes que le géographe respirait encore. Impossible de jauger jusqu'à quelle profondeur cela implique des modifications. Écran baveux était assez limité dans ses capacités. On a bien tenté de faire intervenir un expert. Comme vous voyez, c'est quelque peu difficile. Ça indique une rupture dans la production à un moment donné. Vu que le film a pris 4 ans pour être produit, ce ne serait pas étonnant qu'il y ait eu des interruptions, sachant qu'en plus des animateurs du studio subsidiaire ont été appelés en renfort, passé un certain point. Le script lui reste constant d'un point à un autre, invoquant des deux extrémités la tribu chinoise et Erlangshen tyran. Il est donc peu probable qu'il y ait eu de grandes modifications sur ce point-là. Or, c'est justement le moment où l'histoire perd de son intérêt. À partir de là, le trajet est celui du récit d'apprentissage basique, un amoncellement de scènes désarticulées, comme si l'on suivait un cahier des charges, armé de doubles chansons pour tricher sur la progression du héros. Et c'est là que ça reprend les ingrédients d'un film Disney. Ah, enfin. Ou plutôt, il en reprend les aspects les plus superficiels, quitte à sacrifier le fond. Mais Bao Liandeng essaye d'être chinois. Il relate un conte chinois, sur le sol chinois, avec des protagonistes chinois. Il présente même des rites chinois, puisque oui, ça c'est la fête de la mi-automne, qui doit mettre la lune à l'honneur. Sauf que tout ça, il le fait avec une animation, une mise en scène et une structure qui sont importées, volontairement ou non, et là se crée une contradiction interne qui le perd. Il n'y a rien de mal à s'inspirer des formes et arts issus d'autres pays. C'est même comme ça qu'une culture peut se renouveler. Encore faut-il savoir digérer les références comme il faut, ce qui n'a pas été le cas ici. Le résultat, c'est un récit profondément incohérent. Incohérent dans sa façon d'être, cousant de force des influences disparates sans savoir les absorber proprement, parce que ceux-ci ne sont pas compris ou bien pas acceptés de bon cœur. Un film autant confus dans sa géographie que dans les frontières des influences qu'il tente de traverser, qui a eu pour produit un métrage tordu entre l'héritage d'un studio avec multiples chefs-d'œuvre hostiles affirmés dans le placard et des impératifs commerciaux doublés d'animateurs sous influence. Bao Liandeng entre tradition et modernité. Sous le soutien gouvernemental, les artistes gardaient une certaine liberté. Il fallait certes suivre la ligne idéologique, mais ils n'avaient pas de compte à rendre en termes artistiques et recherche visuelle. Or, pour un succès commercial, il faut se contraindre à regarder ce qui marche pour produire les mêmes effets. Bao Liandeng, Lotus Lantern, représente le cinéma d'animation chinois livré en pâture au commerce. Les créateurs du pays ont aujourd'hui gardé cette tendance à récupérer leur folklore avec pour esprit de les moderniser, ce qui n'est pas si différent de la méthode de Disney, pour les proposer dans une forme plus accessible à leur public, lesquels semblent préférer le style américain ou bien japonais aux recherches des animateurs passés. Depuis Lotus Lantern, il semble qu'il y ait eu des progrès, puisque ces films s'acharnent à mettre en avant une identité chinoise, comme s'il fallait compenser l'occidentalisation de leur récit. Mais il arrive fréquemment que les animateurs essayent de coller de force des influences extérieures, des archétypes de narration occidentale ou japonais, sans les réfléchir, et dont on sent qu'ils sont mal maîtrisés, voire n'ont rien à faire là. L'animation d'un pays est surtout intéressante quand elle se sert de ses influences comme fuel, et non comme matière principale. Sinon, elle ne crée que des imitations chinoises. Et là, il va falloir fouiller, parce que la Chine ne semble pas prête à prendre ses films les plus intéressants comme émissaires. Il semble que les animateurs chinois issus de l'internet sont ceux qui proposent les projets les plus forts en personnalité, car eux ont réussi à digérer ces influences avec brio, quand bien même l'écriture reste plus ou moins brouillonne. Eh bien, cette incursion dans le monde sans sous-titres était bien ennuyeuse, et on n'y a rien compris, parce que c'était du chinois. En espérant que la prochaine destination soit-elle plus accessible. Si bien sûr, la mondialisation n'a pas salopé toute la carte stellaire non plus. Oh.